À l'hiver 1881, les autorités de Leadville, dans le Colorado, découvrirent quelque chose qui allait hanter les camps miniers des Rocheuses pendant des décennies. Sous le plancher du saloon des sœurs McKenna, les enquêteurs trouvèrent 23 ensembles de vêtements féminins, soigneusement pliés et rangés comme un inventaire dans un entrepôt. Chaque paquet contenait une note manuscrite indiquant un nom, un âge, une description physique et, fait le plus glaçant de tous, un prix. Ce qui rendait cette découverte encore plus troublante, c'est qu'aucune de ces femmes n'avait été vue à Leadville depuis des mois. Pourtant, leurs effets personnels étaient toujours là, catalogués avec la précision froide d'un registre commercial servant à suivre la vente de bétail. Les objets eux-mêmes racontaient des vies interrompues. Une robe en calicot bleu qui sentait encore faiblement le savon à la lavande. Une paire de bottes en cuir usé, soigneusement réparées, témoignant à la fois de la pauvreté et de la fierté. Un médaillon en argent contenant la photographie d'une femme âgée qui ne saurait jamais ce qu'il était advenu de sa fille. Parmi les découvertes les plus déchirantes se trouvaient des lettres adressées à des familles restées à l'Est, jamais envoyées, décrivant des espoirs de nouvelles vies à l'Ouest et promettant d'écrire bientôt avec des nouvelles de réussite. Les sœurs McKenna, Catherine et Margaret avaient disparu 3 jours avant la descente de police, ne laissant derrière elles que ces témoignages silencieux de crimes que les autorités locales mettraient des années à tenter de comprendre pleinement. Leur disparition avait été si totale que des voisins affirmèrent qu'elles étaient simplement allées se coucher un soir en tant que commerçantes respectées, pour se réveiller le lendemain et découvrir leur bâtiment vide, comme si les sœurs avaient été englouties par l'air même des montagnes. Avant de poursuivre l'histoire des sœurs McKenna et la sombre vérité qui se cachait derrière leur établissement lucratif, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires depuis quel état ou quelle ville vous nous regardez. Nous aimons entendre notre communauté d'amateurs de mystères à travers le pays. Votre engagement nous aide à continuer à faire revivre ces histoires oubliées. L'enquête qui suivit révéla un réseau de traite humaine s'étendant des camps miniers du Colorado jusqu'au bordel de San Francisco. Une conspiration si méthodiquement organisée qu'elle remit en question tout ce que la ville frontalière croyait savoir sur ces 2 femmes irlandaises qui semblaient n'être que des entrepreneuses travailleuses tentant de se faire une place dans le monde brutal de l'Ouest américain. Ce que les enquêteurs découvrirent prouverait que parfois, les monstres les plus terrifiants sont ceux qui vous sourient autour d'une tasse de café et vous demandent des nouvelles de votre famille restée à l'Est. Leadville, dans le Colorado, en 1881, était une ville ivre d'argent et d'or, où des fortunes se faisaient et se défaisaient au rythme des coups de pioche et où des âmes désespérées venues de tout le pays convergeaient à la recherche d'une prospérité qui semblait scintiller dans chaque ruisseau et chaque affleurement rocheux. Perchée à plus de 3000 mètres d'altitude au cœur des Rocheuses, la ville était passée de quelques centaines d'habitants à près de 30 000 en seulement 3 ans, devenant la 2e plus grande ville du Colorado après Denver et l'une des villes champignons les plus chaotiques de l'histoire américaine. Cette transformation avait été à la fois remarquable et violente. Ce qui avait autrefois été une vallée tranquille, où les Indiens Utes chassaient l'élan et cueillaient des plantes médicinales, était devenu un labyrinthe de bâtiments en bois, de rues boueuses et du tonnerre incessant des équipements miniers. La mine Matchless, la Little Pittsburgh et des dizaines d'autres concessions extrayaient des millions de dollars de minerais d'argent des montagnes, créant des millionnaires instantanés et attirant tous les types de chercheurs de fortune imaginables. L'air lui-même semblait vibrer d'ambition et de désespoir, chargé de la fumée des fonderies et des rêves d'hommes convaincus que le prochain coup de pelle pourrait changer leur vie à jamais. Les rues étaient couvertes de boue en été et ensevelies sous la neige pendant la moitié de l'année. Mais la promesse des métaux précieux maintenait les saloons, les maisons de jeu et les commerces ouverts 24 heures sur 24. Harrison Avenue, l'artère principale de la ville, était bordée d'établissements répondant à tous les besoins et à tous les vices humains. Le Tabert Opera House, où des artistes célèbres venaient divertir les nouveaux riches, des salles de jeu où des fortunes changèrent de main lors de parties de poker durant des jours entiers, et des dizaines de saloons où les mineurs dépensaient leurs gains aussi vite qu'ils les extrayèrent du sol. Le boom avait attiré tous les types de personnes imaginables. Des mineurs aguerris aux mains calleuses et aux cheveux imprégnés de poussière d'argent, des hommes d'affaires de l'Est en costumes coûteux tentant d'acquérir des concessions par des manœuvres juridiques plutôt que par le travail physique,
des danseuses de saloon cherchant un emploi mieux payé que les usines de l'Est, des escrocs menant des combines élaborées pour dépouiller les naïfs, et des familles espérant bâtir une nouvelle vie dans l'air raréfié des montagnes, où tout semblait possible. Parmi ce mélange chaotique se trouvaient Catherine et Margaret McKenna, deux sœurs dans la fin de la vingtaine, arrivées de Boston au printemps 1869 avec peu de choses, sinon leurs économies cousues dans leurs robes et une détermination farouche à s'imposer dans cette ville en pleine expansion. Leur arrivée avait été remarquée par plusieurs habitants, non parce que deux femmes voyageant ensemble étaient chose rare, mais parce qu'elles semblaient remarquablement calmes et confiantes, dans un endroit qui intimidait même les frontaliers les plus expérimentés. Catherine, l'aînée, âgée de 31 ans, était une femme frappante, avec des cheveux auburn qui s'embrasaient à la lumière des lampes et des yeux verts qui semblaient mêler chaleur et calcul, comme si elle réfléchissait toujours 3 coups à l'avance. Elle mesurait près d'1,80 m, une taille inhabituelle pour une femme de cette époque, et se tenait avec une assurance qui imposait le respect des hommes rudes dominant la société de Leadville. Elle avait un don pour la conversation, capable de faire sentir chaque client comme la personne la plus intéressante de la pièce, qu'il s'agisse d'un prospecteur crasseux ou d'un marchand bien habillé possédant la moitié des commerces de la ville. La capacité de Catherine à se souvenir des détails personnels était légendaire. Elle rappelait les prénoms des enfants d'un client, s'enquérait d'un parent malade ou évoquait une affaire mentionnée des semaines plus tôt. Cette mémoire exceptionnelle donnait aux gens le sentiment d'être compris et valorisés, créant un lien personnel dépassant largement la relation habituelle entre une tenancière de saloon et ses clients. Des hommes qui ne s'étaient jamais sentis écoutés de leur vie se confiaient à Catherine McKenna sans jamais soupçonner que chaque mot était soigneusement consigné pour un usage futur éventuel. Margaret, 28 ans et plus discrète que sa sœur, possédait une qualité presque maternelle qui apaisait les gens d'une manière que l'intensité de Catherine ne pouvait pas. Elle avait des cheveux bruns doux portés en chignon simple, des yeux bruns bienveillants et une voix si apaisante que des hommes adultes se détendaient malgré la violence et le chaos omniprésent. Les nouveaux arrivants à Leadville remarquaient souvent combien il était rafraîchissant de trouver une femme si gentille et raffinée dans un lieu aussi rude, une figure incarnant l'influence civilisatrice que beaucoup espéraient voir un jour dompter la frontière sauvage. Là où Catherine était le visage de leur entreprise, charmant les clients et recueillant des informations, Margaret en était le cœur pratique. Elle gérait les finances, tenait des registres méticuleux et supervisait les opérations quotidiennes, assurant le bon fonctionnement de l'établissement. Elle semblait également posséder une compréhension intuitive des faiblesses humaines, capable de déterminer en quelques minutes si une personne était réellement seule au monde ou si une famille viendrait la chercher en cas de disparition. Le saloon des sœurs McKenna occupait un emplacement de choix à l'angle de Harrison Avenue, dans un bâtiment en bois de 2 étages qu'elles avaient acheté et rénové avec ce qu'elles prétendaient être des économies gagnées durant des années de travail dans les filatures textiles de Boston. Le bâtiment se distinguait par sa solidité, du bois massif transporté depuis Denver, de véritables fenêtres en verre plutôt que du papier huilé et des fondations en pierre soigneusement ajustées, signe de permanence dans une ville où la plupart des constructions semblaient temporaires. Le rez-de-chaussée abritait le saloon proprement dit, avec un long comptoir en acajou importé de Denver à grands frais, des tables rondes en pain local finement travaillées, et une petite scène où des musiciens itinérants se produisaient parfois devant un public mêlant millionnaires des mines et prospecteurs sans le sou. Les murs étaient décorés de peintures représentant des paysages de la campagne irlandaise que Catherine disait lui rappeler leur patrie, bien que personne à Leadville n'ait jamais entendu les sœurs parler avec un accent irlandais. Le 2e étage, expliquaient-elles aux voisins curieux, contenait leurs appartements privés ainsi que quelques chambres louées à des jeunes femmes respectables ayant besoin d'un logement temporaire le temps de s'établir à Leadville. Cette disposition était présentée comme une œuvre charitable, destinée à aider de jeunes femmes honnêtes à éviter les pensions dangereuses et malfamées fréquentées par les prostituées et les danseuses de saloon. Les sœurs demandèrent des loyers modestes et exigeaient des références et des preuves de bonne moralité, donnant l'impression qu'elles dirigeaient une sorte de refuge pour femmes vertueuses dans une ville où la vertu était souvent considérée comme un luxe. Ce qui distinguait l'établissement des McKenna des dizaines d'autres saloons de Leadville
n'était pas seulement la qualité de leur whisky ou la propreté de leur verre, bien que les clients le remarquaient dans un environnement où les sols étaient souvent collants de boissons renversées et de jus de tabac. C'était leur réputation d'aider de jeunes femmes à trouver un emploi qui les rendait uniques, dans une communauté où les nouvelles arrivantes étaient généralement perçues avec méfiance ou considérées uniquement comme de potentielles sources de divertissement. La rumeur s'était répandue dans les camps miniers et les villes voisines que les sœurs McKenna étaient différentes des autres propriétaires de saloons. Elles étaient connues pour offrir du travail à des femmes tombées dans la misère, leur fournissant le gîte et le couvert, pendant qu'elles apprenaient à servir des boissons, tenir des livres de compte ou gérer d'autres aspects d'un commerce. Les responsables religieux locaux les louaient comme un exemple vivant de la charité chrétienne. Même le journal de la ville, le Leadville Herald-Démocrate, avait publié un article élogieux sur leur influence civilisatrice dans la communauté, les décrivant comme deux anges de miséricorde dans une terre qui ne connaissait trop souvent que les dures réalités de la vie de frontière. Le premier signe que quelque chose n'allait profondément pas vint non pas de Leadville elle-même, mais d'une lettre désespérée qui arriva au bureau du marshal de la ville par un matin glacial de novembre 1880. L'enveloppe, tachée d'eau et usée par le voyage, portait un cachet de San Francisco et était adressée d'une écriture tremblante, peut-être à cause du froid ou de la peur. À l'intérieur, le marshal William Dugan trouva 8 pages d'une écriture serrée racontant une histoire si troublante qu'il la relut 3 fois avant de croire qu'elle pouvait être réelle. La lettre venait d'une jeune femme nommée Emma Kowalski, qui affirmait s'être échappée d'un bordel du quartier de la Barbary Coast et tentait désespérément de retrouver sa sœur cadette, Anna. Le désespoir transparaissait dans chaque mot. Emma écrivait comme quelqu'un qui avait vu le pire que les êtres humains puissent s'infliger et qui était animé par un mélange d'amour, de culpabilité et de cette rage née lorsque toute innocence vous est arrachée. La lettre d'Emma racontait une histoire terrifiante qui commençait par une tragédie et se terminait par une horreur qu'elle peinait encore à comprendre. Elle et Anna voyageaient vers l'ouest depuis Chicago, après la mort de leurs parents, dans un incendie de taudis qui avait ravagé leur quartier, tuant 17 personnes et laissant des dizaines de familles sans abri. Les 2 sœurs travaillaient dans une fabrique de chapeaux, économisant chaque centime possible, lorsque l'incendie leur prit non seulement leurs parents, mais aussi leur petit appartement et tous leurs biens, à l'exception des vêtements qu'elles portaient. N'ayant plus rien à Chicago sinon des souvenirs et des tombes qu'elles ne pouvaient se permettre de visiter, les sœurs décidèrent de partir vers l'ouest, comme tant d'autres âmes désespérées à la recherche de nouvelles opportunités dans les territoires. Elles avaient entendu parler de villes minières où une femme pouvait gagner un salaire décent en cuisinant, en nettoyant ou en travaillant dans des établissements respectables et où le manque de famille faisait que les femmes honnêtes et travailleuses étaient appréciées et protégées par des communautés avides de stabilité. Leur voyage fut difficile dès le début. Le peu d'argent qu'elles avaient réussi à économiser avant l'incendie fut rapidement englouti par les billets de train, la nourriture et les nécessités de base. Lorsqu'elles arrivèrent à Denver, il ne leur restait que quelques dollars et la perspective terrifiante d'être bloquées dans une ville inconnue, alors que l'hiver approchait. C'est à Denver qu'elles entendirent pour la première fois parler des sœurs McKenna, par d'autres voyageurs. Ces gentilles femmes irlandaises de Leadville étaient réputées pour aider les jeunes femmes à trouver un emploi respectable, offrant un logement temporaire et de l'aide, jusqu'à ce qu'un poste convenable soit trouvé. Les sœurs arrivèrent à Leadville un soir de septembre 1880, épuisées par la dernière étape de leur voyage, effectuée à bord d'un chariot de ravitaillement qui avait cahoté pendant 2 jours sur des routes de montagne. Elles étaient sales, effrayées, et transportaient tout ce qu'elles possédaient dans un seul sac de voyage, ayant appartenu à leur mère. Emma décrivait dans sa lettre à quel point elles avaient été reconnaissantes, lorsque Catherine et Margaret les avaient accueillies avec de la soupe chaude, des lits propres et des paroles réconfortantes sur leur perspective d'avenir dans cette ville, en pleine croissance. Selon le récit détaillé d'Emma, les sœurs s'étaient montrées irréprochables durant les premiers jours. Elle leur avait fourni des repas qui étaient les meilleurs qu'Emma et Anna aient mangés depuis leur départ de Chicago, des vêtements propres pour remplacer leurs robes tachées par le voyage et des conseils bienveillants sur la vie à l'Ouest. Catherine avait passé des heures à discuter avec elles de leur passé, de leurs compétences et de leurs espoirs pour l'avenir,
montrant ce qui semblait être un réel intérêt à les aider à réussir. Catherine expliqua qu'il existait de nombreuses opportunités pour des jeunes femmes intelligentes dans les villes en plein essor du Colorado et de la Californie. Pas seulement dans les saloons, mais aussi dans les hôtels, les restaurants, et même dans les maisons privées de familles fortunées ayant besoin de gouvernantes, de dames de compagnie ou de domestiques. Elle parla d'un réseau d'associés à travers l'Ouest, toujours à la recherche de jeunes filles dignes de confiance, pour des postes bien rémunérés, offrant une sécurité rare dans le monde incertain de la frontière. Le récit de ce qui suivit glaça même les agents de la loi les plus endurcis, pourtant convaincus d'avoir déjà tout vu en matière de cruauté humaine. Emma écrivit qu'après une semaine de ce traitement, Margaret avait préparé un dîner spécial pour célébrer la décision d'aider les sœurs à trouver des postes en Californie où les opportunités étaient réputées encore meilleures qu'au Colorado. Le repas avait été délicieux, rôti de bœuf avec pommes de terre et légumes, pain frais, et même un petit gâteau que Margaret avait préparé spécialement pour l'occasion. Emma se souvenait s'être sentie anormalement somnolente pendant le dîner, luttant pour garder les yeux ouverts alors qu'il était encore tôt dans la soirée. Elle avait attribué cette sensation à l'épuisement du voyage et au soulagement d'avoir enfin trouvé des personnes semblant sincèrement vouloir les aider. Anna s'était plainte d'une fatigue similaire, et Margaret leur avait suggéré d'aller se coucher tôt pour se préparer au voyage vers leurs nouveaux emplois, qui devaient commencer le lendemain matin. Lorsqu'Emma se réveilla, elle se trouvait dans un chariot, ballottée sur une route de montagne, les mains liées par une corde, la tête martelée par ce qu'elle comprit plus tard, être du laudanum mélangé à sa nourriture. Le monde tournait autour d'elle, et chaque chaos du chariot provoquait des vagues de nausées dans ses sens déjà confus. Anna était à côté d'elle, toujours inconsciente, le visage pâle et la respiration superficielle, ce qui terrifiait encore plus Emma que leur captivité évidente. À l'avant du chariot se trouvait un homme qu'Emma n'avait jamais vu auparavant, grand, barbu, parlant avec un accent espagnol. Il semblait connaître Catherine McKenna suffisamment bien pour plaisanter avec elle au sujet de la marchandise qu'il transportait. Lorsqu'Emma exigea de savoir où elles étaient emmenées, luttant contre les cordes et les effets persistants de la drogue, l'homme éclata de rire et expliqua crûment qu'elle et sa sœur avaient été achetées par des hommes d'affaires en Californie ayant besoin de travailleuses pour leurs établissements. Il précisa que toute résistance serait punie par la violence et que les sœurs McKenna avaient déjà reçu leur paiement pour avoir livré 2 jeunes femmes en bonne santé à leurs nouveaux employeurs. La désinvolture avec laquelle ils parlaient de leur sort, comme s'il s'agissait de bétail conduit au marché, était presque aussi horrifiante que la réalité elle-même. Emma comprit alors que, pour ces gens, elle et Anna n'étaient pas des êtres humains avec des espoirs et des rêves, mais de simples marchandises à acheter et à vendre comme des sacs de farine ou du matériel minier. Le voyage vers la Californie dura des semaines, Emma et Anna étant déplacées de chariot en train, puis en bateau, toujours sous surveillance, toujours droguées dès qu'elles montraient des signes de rébellion ou tentèrent de s'enfuir. La lettre d'Emma décrivait l'horreur de réaliser que des dizaines d'autres jeunes filles empruntaient le même itinéraire. Toutes avaient fait confiance aux mauvaises personnes dans leur quête désespérée d'une nouvelle vie à l'Ouest. Certaines avaient été recrutées par les sœurs McKenna, d'autres par des réseaux similaires dans d'autres villes, mais toutes étaient destinées au même sort. La prostitution forcée dans les bordels et les cribs du quartier le plus dangereux de San Francisco. Les femmes venaient de partout, des filles de fermiers du Kansas, dont les familles avaient perdu leurs terres à cause de la sécheresse, des ouvrières d'usines des villes de l'Est licenciées lors de crises économiques, des immigrantes arrivées en Amérique pleines d'espoir et découvrant rapidement que la terre promise pouvait être aussi cruelle que les pays qu'elles avaient fuis. Ce qu'elles avaient toutes en commun, c'était le désespoir, l'isolement et la terrible malchance d'avoir fait confiance à des personnes qui voyaient leur vulnérabilité comme une opportunité de profit. Emma ne réussit à s'échapper qu'après des mois de captivité, lorsqu'un incendie se déclara dans le bâtiment où elle était retenue et qu'elle se glissa dehors dans la confusion causée par les pompiers et les clients en fuite. Elle passa des semaines à se cacher dans des ruelles et des bâtiments abandonnés, acceptant de petits travaux pour quelques centimes afin de réunir assez d'argent pour rentrer à l'Est, tout en étant hantée par la certitude qu'Anna était toujours prisonnière quelque part dans ce cauchemar de violence et d'exploitation. Sa lettre au marshal de Leadville était un appel désespéré. « Veuillez enquêter sur les sœurs McKenna. Retrouvez Anna
et empêcher que d'autres jeunes filles ne subissent le même sort, qui avait détruit tant de vies et de rêves au nom du profit et de la cruauté. Le maréchal William Dugan était un vétéran des forces de l'ordre qui avait été témoin de nombreuses violences et de beaucoup de corruption dans les villes minières du Colorado. Pourtant, la lettre d'Emma le troubla comme peu de choses l'avaient fait au cours de ses 15 années de maintien de l'ordre sur la frontière. Il connaissait personnellement les sœurs McKenna. Catherine lui avait servi à boire lors de réunions municipales, se souvenant toujours de la manière dont il aimait son whisky et posant des questions pertinentes sur la politique locale. Margaret s'enquérait régulièrement de la santé de son épouse avec ce qui semblait être une réelle sollicitude, et avait même envoyé un pot de soupe lorsque Sarah Dugan avait été alitée par une pneumonie, l'hiver précédent. L'idée que ces femmes respectables puissent être impliquées dans un crime aussi odieux semblait presque impossible à croire. Pourtant, la lettre d'Emma contenait des détails sur le saloon des sœurs, leur méthode de fonctionnement et leur manière personnelle, que seule une personne ayant passé du temps avec elle aurait pu connaître. La description précise de l'intérieur du bâtiment, la façon dont Catherine inclinait la tête lorsqu'elle réfléchissait, l'habitude de Margaret de fredonner en travaillant. Ce genre de détails ne pouvait ni être inventé, ni appris de seconde main. Dugan décida de lancer une enquête discrète, sachant que s'il agissait trop rapidement ou trop ouvertement, il risquait d'alerter les sœurs, leur laissant le temps d'effacer leurs traces ou de disparaître complètement. Il commença par examiner les dossiers des jeunes femmes signalées comme disparues à Leadville et dans les camps miniers environnants au cours de l'année et demie précédente. Cette tâche s'avéra plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, car la tenue des registres dans les villes de frontières était souvent chaotique et incomplète. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang et fit trembler ses mains à mesure qu'il tournait page après page de rapports de disparition. Au moins 15 familles différentes avaient déposé des signalements concernant des filles, des sœurs ou des épouses disparues sans explication. Les rapports dessinaient un schéma cohérent, de jeunes femmes voyageant seules ou par paires, arrivant souvent à Leadville avec peu d'argent et peu de contacts, vues pour la dernière fois près d'établissements fréquentés par des travailleurs de passage. Dans la plupart des cas, ces femmes avaient été aperçues pour la dernière fois à proximité du saloon des sœurs McKenna, ayant souvent mentionné à des amis ou à des proches qu'elles espéraient y trouver du travail, ou qu'elles avaient entendu parler de la volonté des sœurs d'aider les femmes en difficulté. Ce qui rendait ce schéma encore plus troublant, c'est que les disparitions étaient étalées dans le temps et concernaient des femmes issues de milieux et de situations très différents, ce qui rendait moins probable l'identification rapide de liens entre les affaires. Margaret O'Brien, 18 ans, était arrivée d'Irlande avec sa cousine en mars 1880. La cousine avait trouvé un emploi dans une pension de famille. Mais plusieurs personnes avaient conseillé à Margaret de s'adresser aux sœurs McKenna, qui pourraient l'aider à trouver quelque chose de plus approprié pour une jeune fille instruite et raffinée. Elle avait été vue entrant dans le saloon des McKenna un mardi après-midi et n'en était jamais ressortie. Lorsque sa cousine s'était renseignée le lendemain, Catherine McKenna avait affirmé que Margaret avait décidé de partir immédiatement pour Denver afin d'accepter un poste auprès d'une famille aisée, laissant dire qu'elle écrirait une fois installée. Sarah Jenkins, 22 ans, voyageait avec son mari vers la Californie lorsqu'il fut tué dans un accident minier près de Fairplay. Livrée à elle-même, sans argent ni relation, elle s'était rendue à Leadville dans l'espoir de gagner suffisamment pour poursuivre son voyage vers l'ouest. Plusieurs témoins l'avaient vue discuter avec Margaret McKenna d'opportunités d'emploi et elle se montrait enthousiaste à l'idée d'un travail à San Francisco. Elle disparut la même nuit où elle devait rencontrer quelqu'un à propos d'un poste, emportant ses quelques affaires mais laissant derrière elle une lettre inachevée destinée à sa sœur dans l'Ohio. Le même scénario se répétait encore et encore. Des femmes en situation désespérée, attirées par la réputation des sœurs McKenna d'aider les femmes de leur sexe, disparaissant après avoir exprimé de l'optimisme quant à des opportunités d'emploi qui semblaient trop belles pour être vraies. Dans plusieurs cas, les femmes disparues avaient laissé des objets personnels ou des lettres inachevées, suggérant qu'elles s'attendaient à revenir. Preuve que leur départ n'avait pas été volontaire ni planifié. Des commerçants locaux, interrogés discrètement, commencèrent à partager des observations qui leur avaient apparu innocentes à l'époque, mais prenèrent désormais une signification bien plus sombre. Thomas Brennan, propriétaire d'un magasin général près du saloon des McKenna, se souvenait avoir vu de jeunes femmes arriver chez les sœurs avec de petits sacs de voyage, manifestement pour un séjour temporaire, sans jamais les voir repartir pendant ces heures normales d'ouverture.
Lorsqu'il avait interrogé Catherine à ce sujet, celle-ci avait expliqué que beaucoup de jeunes femmes trouvaient rapidement du travail et partaient pour d'autres villes, avant qu'ils n'aient le temps de remarquer leur départ, souvent très tôt le matin pour attraper un moyen de transport. Sarah Fleming, qui tenait une pension pour femmes respectables, se rappelait plusieurs occasions où de jeunes femmes désespérées étaient venues lui demander un logement, avant d'être refusées faute de moyens ou de références suffisantes. Elle les avait alors orientées vers les sœurs McKenna, pensant leur rendre service en les mettant en contact avec des personnes réputées pour leur charité. Je pensais que ces femmes étaient des anges, confia-t-elle au marshal Dugan des années plus tard, la voix brisée par la culpabilité et le regret. J'envoyais ces pauvres filles droit en enfer sans m'en rendre compte. Le docteur William Patterson, principal médecin de la ville, se souvenait avoir été appelé à examiner plusieurs jeunes femmes séjournant chez les sœurs McKenna, toujours pour des affections mineures semblant nécessiter davantage de discrétion que de soins médicaux. Les sœurs étaient systématiquement présentes lors de ces examens, et les femmes paraissaient étrangement silencieuses et soumises, répondant par monosyllabes et évitant le contact visuel. À l'époque, il avait attribué ce comportement à la timidité ou à la gêne. Avec le recul, il se demandait si ces femmes n'avaient pas été droguées ou menacées pour les réduire au silence. La percée dans l'enquête du marshal Dugan vint d'une source inattendue. Le docteur Helena Morrison, l'une des rares femmes médecins du Colorado, et une femme qui consignait discrètement des activités suspectes à Leadville depuis des mois. Le docteur Morrison avait terminé sa formation médicale au Women's Medical College of Pennsylvania, surmontant d'énormes obstacles pour obtenir une éducation que beaucoup jugeaient inappropriée pour une femme. Elle était venue au Colorado précisément parce qu'elle croyait que les communautés de frontières avaient besoin de médecins, comprenant les défis spécifiques auxquels les femmes étaient confrontées à l'Ouest. Elle avait ouvert son cabinet dans un petit bureau au-dessus du magasin général de Murphy au début de l'année 1880 et avait rapidement gagné la confiance des femmes locales, reconnaissantes de pouvoir consulter quelqu'un qui comprenait leurs besoins médicaux sans jugement ni embarras. Elle avait traité aussi bien des grossesses difficiles que des blessures résultant de violences domestiques, tout en respectant une stricte confidentialité et en développant une compréhension approfondie des dangers auxquels les femmes étaient confrontées dans les communautés minières. Dans ses journaux personnels, qu'elle conservait dans un coffre et partagerait plus tard avec les autorités, le docteur Morrison avait consigné plusieurs cas troublants qui l'avaient rendue de plus en plus inquiète quant aux activités à Leadville. Sa formation médicale lui avait appris à observer attentivement les symptômes et à rechercher des schémas révélateurs de menaces plus larges pour la communauté. Ce qu'elle observait suggérait quelque chose de bien plus sinistre que les tragédies individuelles qu'elle pensait initialement traiter. En octobre 1880, elle soigna une jeune femme nommée Clara Hara Hoffman, qui était entrée en titubant dans son cabinet dans un état de désorientation sévère, à peine capable de marcher droit et parlant d'une voix pâteuse et confuse. Les symptômes de Clara Hara, pupilles dilatées, élocution indistincte, profonde confusion et ce qui semblait être une perte partielle de mémoire, correspondaient à une intoxication à l'opium ou au laudanum. Pourtant, la jeune femme affirmait n'avoir consommé rien de plus fort que de la bière au saloon des McKenna la veille au soir. Le récit de Clara Hara était troublant et rempli de zones d'ombre qui semblaient autant la perturber elle-même qu'inquiéter le docteur Morrison. Elle était arrivée à Leadville depuis le Kansas 3 semaines plus tôt, espérant trouver un emploi de couturière ou de gouvernante après que sa famille eut perdu sa ferme à cause de la sécheresse et des dettes. Catherine McKenna s'était liée d'amitié avec elle dès son 2e jour en ville, lui offrant sa compassion et des conseils pratiques pour trouver du travail dans une communauté où les femmes seules étaient souvent regardées avec suspicion. Cette amitié avait semblé sincère et bénéfique à Clara Hara, qui souffrait de solitude et de peur dans un endroit étrange où elle ne connaissait personne et disposait de très peu d'argent. Catherine lui avait proposé une chambre temporaire au-dessus du saloon pendant qu'elle cherchait un emploi permanent, ne demandant qu'un loyer minime et fournissant des repas bien meilleurs que tout ce que Clara Hara aurait pu se permettre seule. Lors de sa 3e nuit sur place, Margaret l'avait invitée à se joindre aux sœurs pour un dîner spécial, affirmant vouloir célébrer la décision de Clara Hara de rester à Leadville et d'en faire son foyer définitif. Clara Hara se souvenait d'un repas délicieux et d'une conversation agréable, les 2 sœurs partageant des histoires sur leur propre parcours de femmes, tentant de se faire une place dans le monde sans protection masculine.
Elle se rappelait s'être sentie inhabituellement somnolente après le dessert et s'être excusée pour aller se coucher tôt, attribuant sa fatigue au stress de l'adaptation à l'altitude et à l'incertitude de sa situation. Le prochain souvenir clair de Clara Hara était son réveil, 12 heures plus tard, violemment malade, avec un mal de tête si intense qu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux et des nausées l'empêchant même de garder de l'eau. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était qu'elle semblait avoir perdu une journée entière de sa vie. Elle conservait des souvenirs vagues, presque oniriques, d'avoir été déplacée et manipulée, d'avoir entendu des voix autour d'elle, sans que rien ne forme un récit cohérent. À son réveil, Clara Hara constata que ses effets personnels avaient disparu. Non seulement son peu d'argent, mais aussi ses vêtements, les lettres de sa famille et même une petite Bible ayant appartenu à sa mère, son bien le plus précieux. Lorsqu'elle interrogea Margaret à propos de ces objets manquants, celle-ci lui répondit que Clara Hara parlait dans son sommeil de quitter la ville immédiatement et qu'elle avait apparemment fait ses bagages durant la nuit dans une sorte d'épisode de somnambulisme. Margaret suggéra que Clara Hara souffrait peut-être d'une forme de crise nerveuse due au stress et à l'épuisement, un état qu'elle disait avoir déjà observé chez d'autres jeunes femmes peinant à s'adapter à la vie rude de l'environnement montagnard. Le docteur Morrison avait immédiatement douté de cette explication, en particulier lorsque Clara Hara décrivit les sensations physiques dont elle se souvenait lors de sa dernière journée. L'impression de flotter, l'incapacité de contrôler ses mouvements, et ce sentiment étrange que des personnes parlaient d'elle comme si elle n'était pas présente. Il s'agissait de symptômes classiques d'une intoxication au laudanum, et la médecin avait déjà observé des tableaux similaires chez des patients drogués à leur insu, souvent en prélude à un vol ou à une agression sexuelle. Elle avait vivement conseillé à Clara Hara de signaler l'incident au marshal Dougan. Mais Clara Hara hésitait à accuser les sœurs McKenna sans preuve concrète, d'autant plus qu'elle jouissait d'une réputation d'aide aux femmes et qu'elle-même dépendait encore de la bienveillance de la communauté pour survivre à Leadville. La peur d'être cataloguée comme faiseuse d'histoires ou menteuse suffisait souvent à réduire les victimes au silence, en particulier les femmes occupant déjà une position précaire dans la société de la frontière. 2 semaines plus tard, le docteur Morrison rencontra un autre cas si similaire qu'il ne pouvait être attribué au hasard. Rebecca Tanner, 19 ans, originaire de l'Illinois, fut amenée à son cabinet par une amie inquiète qu'il avait trouvée errant dans les rues de Leadville à l'aube, vêtue seulement de sa chemise de nuit et de ses chaussures, confuse et incapable de se souvenir comment elle était arrivée là, ni où elle avait passé la nuit. Le dernier souvenir clair de Rebecca était un dîner avec les sœurs McKenna, qui lui avaient promis de la présenter à une famille de Denver, cherchant une gouvernante pour ses enfants. Le poste semblait idéal pour Rebecca, qui avait suivi 2 années d'études dans un séminaire avant que les difficultés financières de sa famille ne l'obligent à chercher du travail. Elle s'était montrée enthousiaste et reconnaissante envers les sœurs d'avoir pensé à elle. L'examen du docteur Morrison révéla les mêmes symptômes que chez Clara Hara, des signes d'intoxication au laudanum, une confusion concernant les événements récents et la conviction profonde que quelque chose de terrible lui était arrivé, même si elle ne parvenait pas à s'en souvenir. Contrairement à Clara Hara, cependant, Rebecca s'était réveillée dans une pièce inconnue, qui ne faisait pas partie du saloon des McKenna, avec des ecchymoses aux poignets et aux chevilles, suggérant qu'elle avait été entravée, ainsi que des marques sur les bras ressemblant à des brûlures de cordes. Plus troublante encore, Rebecca n'avait réussi à s'échapper qu'après s'être brièvement réveillée pendant ce qui semblait être un transport. Elle se souvenait se trouver à l'arrière d'un chariot bâché avec plusieurs autres personnes, malades et désorientées, mais suffisamment consciente pour comprendre qu'elle était en danger. Lorsque le chariot s'était arrêté pour ce qui semblait être une pause, elle avait réussi à se jeter dehors et à se cacher dans les bois, jusqu'à ce que ses ravisseurs abandonnent les recherches et poursuivent leur route sans elle. En janvier 1881, le marshal Dougan avait réuni suffisamment d'éléments pour justifier une enquête plus agressive. Mais il se heurta à un problème majeur, illustrant les dynamiques sociales complexes des communautés de frontières. Les sœurs McKenna n'étaient pas seulement respectées, elles étaient devenues centrales dans l'image que Leadville se faisait d'elle-même, comme d'un lieu civilisé où des gens honnêtes pouvaient bâtir une vie meilleure que celle laissée à l'Est. Catherine avait cultivé des relations avec plusieurs hommes d'affaires influents de Leadville, dont Horace Tabor lui-même,
le magnate de l'argent dont la richesse et l'influence dominaient une grande partie du paysage politique et économique du Colorado. Elle avait impressionné ces hommes par son intelligence et son sens des affaires, et ils citèrent souvent les sœurs McKenna comme des exemples de l'esprit d'entreprise qui faisait prospérer l'Ouest. Le travail caritatif de Margaret auprès des églises locales lui avait valu le soutien de responsables religieux peu enclins à croire des accusations portées contre une femme qu'ils considéraient comme un modèle de vertu chrétienne. Les sœurs avaient également pris soin d'établir des liens financiers qui les rendaient précieuses aux yeux d'autres commerçants. Elles achetaient leurs fournitures auprès des marchands locaux, engageaient des ouvriers de la région pour des travaux de construction et d'entretien, et avaient même accordé des prêts à des entrepreneurs en difficulté durant les périodes difficiles. Leur saloon générait des recettes fiscales pour la ville et offrait des emplois à plusieurs personnes, ce qui les rendait économiquement importantes pour une communauté toujours soucieuse de maintenir sa croissance et sa prospérité. Dugan savait que s'il agissait contre les sœurs sans preuves accablantes, elles pourraient facilement crier à la persécution et rallier le soutien de la communauté. Des personnalités influentes remettraient en question ses motivations, suggérant qu'il s'en prenait à des femmes prospères par jalousie ou par préjugés, et exigerait un niveau de preuve bien supérieur à celui habituellement requis dans des enquêtes criminelles visant des hommes. Les standards de preuve étaient toujours plus élevés lorsqu'il s'agissait d'accuser des personnes jouissant d'une solide réputation et de relations sociales établies. Il soupçonnait également que, si elles sentaient l'étau se resserrer, elles disparaîtraient tout simplement, emportant leurs secrets avec elles et laissant leurs victimes sans justice. L'Ouest était immense, et les moyens de transport s'amélioraient rapidement, permettant à quiconque de se réinventer facilement dans une nouvelle communauté où son passé resterait inconnu. Le marshal devait les prendre sur le fait, mais cela exigeait une patience et une planification minutieuse qui lui semblaient insupportables lorsqu'il pensait aux victimes potentielles qui pouvaient encore souffrir pendant qu'il rassemblait des preuves. La percée vint d'une source que personne n'aurait pu prévoir. Anna Kowalski, la sœur d'Emma, avait réussi à s'échapper de sa captivité à San Francisco et était revenue au Colorado à la recherche d'une justice que le système légal semblait incapable ou peu désireux de lui offrir. Le voyage d'Anna jusqu'à Leadville fut en soi une épreuve terrifiante, révélant la détermination et la force extraordinaire que certaines personnes découvrent lorsqu'elles sont poussées au-delà de ce que l'on croit être les limites humaines. Anna avait enduré des mois de prostitution forcée dans un bordel de la Barbary Coast, un monde cauchemardesque où la violence était quotidienne et où l'évasion semblait impossible. Le bordel occupait un bâtiment de 3 étages abritant près de 40 femmes, toutes contrôlées par une combinaison de drogue, de violence et de manipulation psychologique destinée à briser leur volonté et à les rendre dociles. Les femmes étaient maintenues dans un système de servitude pour dette à qui l'on disait qu'elles devaient des sommes exorbitantes pour leur transport, leur logement et leur nourriture, et qu'elles ne pourraient jamais partir tant que ces dettes ne seraient pas remboursées. Ce qui, grâce à une comptabilité truquée, n'arrivait jamais. L'évasion d'Anna eut lieu lors d'une descente de police destinée davantage à arrêter des clients qu'à secourir des victimes. Une des tentatives périodiques de San Francisco pour afficher une lutte contre le vice, tout en maintenant un statu quo lucratif. Dans la confusion de l'opération, tandis que les clients fuyaient et que les policiers se concentraient sur des arrestations à visée médiatique, Anna parvint à s'échapper par une fenêtre arrière et à disparaître dans le dédale de rues et de ruelles de la Barbary Coast. Son retour vers le Colorado prit des mois, passés à se cacher, à enchaîner de petits boulots mal payés et à économiser lentement de quoi payer le transport. Elle travailla comme plongeuse dans des cuisines de restaurants, nettoya des sols d'immeubles de bureaux et accepta tout emploi possible pour une femme sans référence et à qui l'on ne posait pas de questions. Les épreuves physiques de ce périple étaient minimes comparées aux défis psychologiques que représentait la préservation de sa santé mentale et de son sens du but, alors que tout ce qu'elle croyait autrefois sur la justice et la décence humaine avait été détruit par ces expériences. L'apparition d'Anna à Leadville en février 1881 choqua ceux qui l'avaient connue comme une jeune fille douce et naïve, seulement 18 mois plus tôt. Le traumatisme l'avait transformée en une jeune femme endurcie, au regard ayant trop vu, animée par un désir brûlant de vengeance, devenue la seule chose qui la maintenait en vie. Contrairement à sa sœur Emma,
qui avait choisi de fuir le plus loin possible de l'Ouest pour tenter d'oublier, Anna avait décidé de revenir et de faire payer les sœurs McKenna pour leurs crimes, quel qu'en soit le coût personnel. Le témoignage d'Anna fournit au marshal Dugan des informations détaillées sur le fonctionnement du réseau de traite, bien au-delà de tout ce qu'il avait compris jusque-là. Elle décrivit comment les victimes étaient transportées de Leadville à Denver, puis à Salt Lake City, et enfin à San Francisco, suivant des itinéraires établis, évitant les principales forces de l'ordre et utilisant des maisons sûres pour cacher les personnes en cas de poursuite. Le réseau comprenait des fonctionnaires corrompus payés pour détourner le regard, des entreprises légitimes servant de couverture au déplacement des victimes, ainsi qu'un système de communication permettant aux coordinateurs de suivre les cargaisons et les paiements sur des centaines de kilomètres. Elle connaissait les noms de plusieurs autres femmes victimes des sœurs McKenna, pouvait fournir des descriptions physiques des hommes chargés du transport et de la surveillance pour l'organisation criminelle, et surtout expliquer les méthodes utilisées pour identifier et recruter les victimes potentielles. Les sœurs avaient développé une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine, leur permettant de repérer rapidement les femmes isolées, désespérées et peu susceptibles d'être recherchées en cas de disparition. Plus important encore, Anna révéla que les sœurs McKenna tenaient des registres détaillés de leurs transactions. Chaque femme qu'elle livrait était répertoriée avec des informations sur son origine, ses caractéristiques physiques et le prix payé pour sa livraison. Ces registres étaient conservés dans une armoire fermée à clé, dans la chambre privée de Margaret, accompagnés d'objets personnels pris aux victimes, servant à la fois de trophées et de preuves de transactions réussies. Le caractère méthodique et froidement commercial de ces documents était peut-être encore plus glaçant que les crimes eux-mêmes, révélant un degré de déshumanisation systématique transformant des tragédies individuelles en simples lignes comptables. Anna fournit également des détails particulièrement troublants sur les méthodes utilisées pour briser la volonté des femmes une fois arrivées à destination. Le processus commençait par le droguer et l'enlèvement, mais se poursuivait par une violence psychologique systématique destinée à rendre les victimes dociles et sans espoir. On leur disait que leurs familles avaient été informées de leur mort dans des accidents, que les forces de l'ordre les recherchaient comme des criminels ayant fui pour échapper à la justice, et que leur seul choix était d'accepter leur nouvelle situation et d'essayer de survivre dans des circonstances impossibles. Celles qui résistaient étaient soumises à des violences soigneusement calculées, pour terroriser sans endommager durablement la marchandise. Les femmes étaient battues de manière à laisser des marques invisibles, menacées de représailles contre leurs familles, restées à l'Est, et forcées d'assister à la punition d'autres victimes afin de leur montrer ce qui les attendait si elles continuaient à résister. La sophistication de cette organisation criminelle était remarquable pour l'époque. Le réseau avait mis en place des maisons sûres le long des routes de transport, corrompu des fonctionnaires qui détournèrent le regard contre des paiements réguliers et utilisaient des entreprises légitimes comme façade pour déplacer les victimes sans éveiller les soupçons. Les sœurs McKenna n'étaient qu'un maillon d'une chaîne s'étendant des petites communautés agricoles jusqu'aux grands centres urbains, alimentant la demande insatiable de jeunes femmes dans les villes en plein essor de l'Ouest, où les hommes surpassaient parfois les femmes dans des proportions dépassant 10 pour 1. Le retour d'Anna à Leadville créa une situation extrêmement dangereuse pour toutes les personnes impliquées. Elle était déterminée à affronter publiquement les sœurs McKenna, convaincue que l'exposition au grand jour serait plus satisfaisante que des procédures judiciaires discrètes, susceptibles d'être influencées par les relations sociales et les ressources financières des sœurs. Le marshal Dugan, de son côté, était tout aussi résolu à empêcher Anna de se faire justice elle-même, à la fois pour continuer à rassembler des preuves et parce qu'il craignait qu'elle ne tombe dans un piège qui pourrait lui coûter la vie. Si les sœurs McKenna réalisaient que leur ancienne victime était revenue en ville, elles pourraient prendre des mesures extrêmes pour se protéger, soit en éliminant Anna comme témoin, soit en accélérant leur propre plan de fuite avant toute arrestation. Le marshal se retrouva ainsi à marcher sur une ligne étroite entre justice et vengeance, tentant de bâtir un dossier solide tout en empêchant une jeune femme déjà brisée par la souffrance de se détruire dans sa quête de revanche. Alors que l'on pensait avoir découvert toute l'ampleur des crimes des sœurs McKenna, le retour d'Anna apporta de nouvelles révélations qui choquèrent même les enquêteurs les plus endurcis. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de ce genre.
Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite, alors que ce récit de tromperie et de survie atteint son point le plus dangereux. La tension à Leadville devint palpable lorsque la rumeur se répandit qu'il se passait quelque chose autour des sœurs McKenna. La présence d'Anna en ville ne put rester secrète longtemps, et plusieurs personnes qui l'avaient connue avant sa disparition commencèrent à s'interroger sur ce qu'elle était devenue et sur la raison de son apparence si changée. Les sœurs elles-mêmes semblèrent sentir que leur situation devenait précaire, et leur comportement changea de manière subtile, mais perceptible, suggérant qu'elles se préparaient à une confrontation imminente. Catherine, toujours prudente dans ses relations sociales, devint encore plus réservée, refusant des invitations à des événements communautaires et évitant les conversations susceptibles de révéler trop d'informations. Margaret, naturellement plus nerveuse, montra des signes de stress intense. On la vit faire les 100 pas à des heures inhabituelles, et plusieurs clients remarquèrent que ses mains tremblaient lorsqu'elle servait les boissons. Les femmes travaillant au saloon rapportèrent que les sœurs étaient devenues exigeantes et soupçonneuses, les interrogeant sur leurs conversations avec les clients et exigeant de connaître le moindre détail de leurs activités quotidiennes. La confrontation finale eut lieu lors d'une nuit glaciale de mars 1881, lorsque tout ce qui couvait depuis des mois éclata au grand jour dans une explosion de violence dont Leadville se souviendrait pendant des générations. Anna Kowalski, malgré les avertissements du marshal Dugan et ses tentatives de la maintenir sous protection, décida de prendre les choses en main. Elle passa des semaines à observer le saloon des McKenna, à étudier les habitudes des sœurs et à attendre le moment opportun pour se venger de celle qui avait détruit sa vie et celle de tant d'autres femmes innocentes. Ce moment arriva lorsqu'Anna vit arriver une nouvelle victime potentielle, une jeune fille d'environ 17 ans, visiblement épuisée par un long voyage et désespérée à la recherche d'un abri et d'aide. La jeune fille avait le même regard qu'Anna se souvenait avoir vu dans le miroir lors de ses premiers jours à Leadville. Un mélange d'espoir et de peur, de détermination affaiblie par l'épuisement et cette innocence confiante que les prédateurs savent reconnaître à distance. Anna observa Catherine McKenna accueillir la jeune fille avec sa chaleur habituelle, lui offrir de la nourriture et un endroit où se reposer, poser des questions bienveillantes sur son voyage et ses projets, exprimer de la compassion pour ses difficultés et de l'optimisme quant à son avenir à Leadville. C'était exactement la même mise en scène qu'Anna avait connue 18 mois plus tôt, et voir une autre innocente entrer dans le piège qui avait détruit sa propre existence fut plus qu'elle ne pouvait supporter. La décision d'agir fut prise à cet instant, nourrie par la rage, la culpabilité et l'espoir désespéré de sauver au moins une personne du sort qu'elle avait elle-même enduré. Ce soir-là, Anna entra dans le saloon des McKenna, armée d'un pistolet Derringer, acheté à Denver, portant une sacoche en cuir contenant des preuves des crimes des sœurs, lettres, photographies et documents recueillis durant ses mois de captivité à San Francisco, ainsi que des témoignages d'autres victimes rencontrées en chemin. Son plan était simple, mais désespéré. Elle confronterait Catherine et Margaret publiquement, présenterait ses preuves et exigerait qu'elles avouent leurs crimes devant des témoins qui ne pourraient plus prétendre ignorer ce qui se passait dans leur communauté. Anna croyait que la honte publique serait plus destructrice que n'importe quelle sanction judiciaire et que révéler la vérité au grand jour empêcherait d'autres femmes de devenir victimes. Ce qu'Anna n'avait pas anticipé, c'est que les sœurs McKenna s'attendaient depuis des semaines à un événement de ce genre. Elles avaient remarqué l'attention croissante des forces de l'ordre, entendu des rumeurs sur le retour d'anciennes victimes et s'étaient préparées à abandonner leurs activités à Leadville pour disparaître avant toute arrestation. Lorsqu'Anna entra dans le saloon ce soir de mars, elles étaient prêtes, et la confrontation qui suivit démontra qu'elles étaient bien plus dangereuses que quiconque ne l'avait imaginé. La soirée débuta calmement, Anna s'approchant du comptoir pour demander à parler en privé aux deux sœurs. Catherine, reconnaissant Anna malgré les changements spectaculaires de son apparence, conserva son sang-froid et accepta la discussion. Mais elle fit discrètement signe à Margaret, qui s'éclipsa pour prévenir leur complice. En quelques minutes, 3 hommes armés se positionnèrent stratégiquement autour du saloon, des hommes qu'Anna reconnut comme faisant partie des mêmes transporteurs qui l'avaient convoyée, elle et d'autres victimes, le long des routes de la traite. Les accusations d'Anna furent dévastatrices et précises, proférées avec une froide fureur qui fit taire le brouhaha habituel du saloon. Elle cita des dates, décrivit des itinéraires de transport et fournit des détails sur le réseau criminel que seule une initiée pouvait connaître.
Elle parla des autres femmes qu'elle avait connues à San Francisco, victimes des sœurs McKenna, certaines mortes de violence ou de maladie dans les bordels, d'autres ayant simplement disparu lorsqu'elles étaient devenues trop malades ou trop difficiles pour rester rentables. Elle exigea que Catherine et Margaret reconnaissent leurs crimes et se rendent aux autorités. Mais plus encore, elle voulait qu'elles expliquent comment elles avaient pu vivre avec leurs actes, comment elles avaient pu sourire et réconforter des femmes désespérées tout en planifiant leur destruction. La cruauté psychologique de cette tromperie semblait affecter Anna encore davantage que la violence physique qui avait suivi. La réponse de Catherine révéla le calcul froid qui avait toujours été dissimulé derrière son charme, mais aussi l'arrogance de quelqu'un qui avait trop longtemps agi sans conséquence. Elle ne nia rien et, loin d'exprimer le moindre remords, manifesta une forme d'admiration perverse pour la survie d'Anna et son retour à Leadville. Elle expliqua que l'opération de traite n'avait rien de personnel. Il s'agissait simplement d'une opportunité commerciale qui s'était révélée rentable dans une économie de frontières où la demande pour certains « services » dépassait largement l'offre. Les jeunes femmes étaient une marchandise, soutenait-elle, et Margaret et elle s'étaient contentées d'acheminer cette marchandise là où la demande était la plus forte. Elle parlait de leurs victimes avec la même indifférence désinvolte qu'un négociant en bétail décrivant son cheptel, réduisant des vies humaines à de simples transactions de marché, ne méritant, selon elle, pas plus de considération morale que n'importe quelle autre affaire. La conversation fut interrompue par l'arrivée du marshal Dugan et de ses adjoints, qui surveillaient le saloon et avaient vu des hommes armés entrer dans le bâtiment. Le marshal avait compris qu'Anna préparait quelque chose de dangereux et avait positionné ses hommes à proximité, espérant empêcher un bain de sang, tout en laissant la confrontation suivre son cours. Ce qui suivit fut une fusillade chaotique qui ne dura que quelques minutes, mais sembla interminable dans l'espace confiné du saloon. 2 complices des sœurs furent tués lors des premiers échanges de tirs, leurs corps s'effondrant derrière des tables renversées où ils avaient tenté de se mettre à couvert. Anna fut grièvement blessée lorsqu'un des hommes lui tira dans l'épaule avant d'être abattue par l'adjoint du marshal James Crawford, posté près de l'entrée arrière du saloon. Dans la confusion de la fumée, des coups de feu et des cris des clients, Margaret McKenna fut abattue par l'adjoint Thomas Riley, qui la prit pour l'un des criminels armés lorsqu'elle tendit la main vers ce qui semblait être une arme, mais qui était en réalité la clé de l'armoire contenant les registres des sœurs. Catherine McKenna parvint à s'échapper par une sortie arrière durant le chaos, disparaissant dans un réseau de ruelles et d'arrière-cours qu'elle avait manifestement préparé pour une telle urgence. Malgré une poursuite immédiate et une vaste chasse à l'homme menée pendant plusieurs jours, elle sembla se volatiliser dans l'immensité de l'Ouest américain, emportant avec elle des secrets qui auraient pu mener à l'arrestation d'autres membres du réseau de traite. La recherche de Catherine McKenna se poursuivit pendant des semaines, mobilisant des forces de l'ordre dans tout le Colorado et les États voisins. Des avis de recherche furent diffusés de Denver à San Francisco, offrant des récompenses substantielles pour toute information menant à sa capture. Elle avait clairement préparé sa fuite de longue date, avec de l'argent caché en divers endroits et des refuges établis le long de plusieurs itinéraires possibles. Certains témoins affirmèrent l'avoir vue à Denver, d'autres à Salt Lake City, mais aucune de ces observations ne put être confirmée, et Catherine McKenna disparut définitivement des archives historiques connues. L'enquête menée dans le saloon des McKenna mit au jour des preuves dépassant même les pires craintes du marshal Dugan, et révéla une entreprise criminelle bien plus sophistiquée que ce que quiconque avait imaginé. Sous les planchers furent découverts non seulement les vêtements et effets personnels des femmes victimes de la traite, mais aussi des registres commerciaux détaillés, une correspondance avec des complices à travers l'Ouest et des cartes montrant des itinéraires de transport reliant des dizaines de communautés dans plusieurs États et territoires. Les documents révélèrent que l'opération des McKenna avait entraîné la traite d'au moins 47 jeunes femmes sur une période de 2 ans, générant des profits dépassant 15 000 $, une somme colossale pour l'époque, supérieure à ce que la plupart des entreprises légitimes de Leadville gagnaient en plusieurs années. Les registres faisaient état de paiements à des fonctionnaires corrompus, de frais de transport et de maisons sûres, et même de ce qui semblait être des assurances destinées à compenser la perte ou la détérioration de la marchandise durant le transport. Parmi les découvertes les plus troublantes figurait une collection de photographies prises par Margaret McKenna de leurs victimes. Ces images, trouvées dans sa chambre privée avec des descriptions écrites détaillées,
montrait des dizaines de jeunes femmes dans divers états d'inconscience ou de détresse, documentant apparemment le succès des sœurs dans la capture et la soumission de leurs cibles. Ces photographies n'avaient aucune utilité commerciale. Elles semblaient être des trophées, conservés pour la satisfaction psychologique personnelle de Margaret, révélant un niveau de cruauté dépassant le simple profit criminel. Les répercussions de l'affaire McKenna envoyèrent des ondes de choc à travers Leadville et l'ensemble du territoire du Colorado, forçant les communautés de la région à se poser des questions dérangeantes sur la véritable nature de leurs voisins et sur la facilité avec laquelle le mal peut se dissimuler derrière une façade de respectabilité. L'enquête révéla que le réseau criminel des sœurs s'étendait bien au-delà de ce que l'on avait imaginé. Avec des connexions vers des opérations similaires dans au moins 6 autres États et territoires, les autorités fédérales furent impliquées, menant à des arrestations à Denver, Salt Lake City et San Francisco, ce qui permit finalement de démanteler une grande partie du réseau de traite opérant dans l'Ouest. L'affaire révéla un niveau d'organisation criminelle qui remit en question les idées reçues sur l'anarchie de la frontière. Plutôt que des violences isolées et des crimes opportunistes, le cas McKenna mit en lumière des entreprises criminelles sophistiquées opérant à travers plusieurs États, avec l'efficacité de sociétés légitimes. Anna Kowalski survécut à ses blessures, mais resta profondément marquée par ses expériences et sa quête de justice. La confrontation avec les sœurs McKenna lui apporta un certain apaisement, mais lui coûta physiquement et émotionnellement d'une manière qui l'affecta pour le reste de sa vie. Elle devint l'une des premières militantes en faveur de lois contre la traite des êtres humains, témoignant devant des législateurs territoriaux et fédéraux de la nécessité de sanctions plus sévères et d'une meilleure protection des victimes. Son témoignage contribua à l'adoption de nouvelles lois, renforçant les peines pour enlèvement et facilitant la coopération entre les forces de l'ordre des différents États dans la poursuite des trafiquants. Le courage d'Anna, qui osa parler publiquement de ce qu'elle avait subi malgré la stigmatisation sociale pesant encore sur les victimes de violences sexuelles, aida d'autres survivantes à trouver leur voie et à réclamer justice pour des crimes jusque-là ignorés ou minimisés par les autorités. La documentation médicale du docteur Helena Morrison se révéla essentielle pour poursuivre d'autres membres du réseau criminel, fournissant des preuves permettant de condamner plusieurs hommes ayant servi de transporteurs et de gardiens. Ces dossiers minutieux sur les cas d'empoisonnement au laudanum établirent une base médicale pour comprendre le fonctionnement de l'opération de traite, et sa volonté de témoigner en justice renforça la crédibilité des récits de victimes qui auraient autrement pu être écartés. Le docteur Morrison poursuivit sa pratique médicale à Leadville et devint une ardente défenseur de la sécurité et de la santé des femmes dans les régions de frontières. Elle mit en place des protocoles pour reconnaître et soigner les victimes de la traite et travailla avec les forces de l'ordre à l'élaboration de meilleures procédures d'enquête concernant les violences faites aux femmes. Le maréchal William Dugan fut promu maréchal des États-Unis et consacra une grande partie de la fin de sa carrière à traquer d'autres réseaux de traite à travers l'Ouest. Il ne cessa jamais de rechercher Catherine McKenna, suivant des pistes et enquêtant sur des rumeurs pendant plus de 10 ans. Certaines indications suggéraient qu'elle s'était enfuie au Mexique, tandis que d'autres la situaient dans diverses villes de l'Ouest sous de faux noms. Mais elle ne fut jamais formellement retrouvée ni traduite en justice. L'affaire eut des répercussions plus larges sur la manière dont les communautés de l'Ouest envisagèrent la protection des femmes vulnérables et l'identification des entreprises criminelles exploitant des personnes désespérées en quête d'une vie meilleure. Les organisations religieuses commencèrent à mettre en place des réseaux plus structurés pour aider les voyageuses, et les forces de l'ordre développèrent de meilleures procédures pour enquêter sur les disparitions de femmes voyageant seules. L'affaire McKenna démontra que la réputation de la frontière pour son absence de loi avait créé des opportunités pour des entreprises criminelles sophistiquées qui s'attaquaient précisément à ceux qui cherchaient de nouvelles chances dans l'Ouest américain. Elle montra aussi comment les criminels avaient exploité les attentes de la société concernant le rôle et le comportement des femmes, utilisant leur genre et leur réputation de charité comme camouflage pour des crimes parmi les plus odieux de leur époque. Plus importante encore, l'enquête révéla avec quelle facilité le mal peut se cacher derrière une façade de respectabilité et comment les membres les plus dignes de confiance d'une communauté peuvent parfois être ceux qui dissimulent les secrets les plus sombres. Les sœurs McKenna purent agir pendant des années, non pas parce qu'elles étaient des criminelles exceptionnellement brillantes, mais parce qu'elles savaient exploiter les suppositions et les attentes des autres,
transformant les valeurs mêmes d'hospitalité et de solidarité de la frontière en armes contre les innocents. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout ait été révélé? Ou que des secrets reposent encore, enfouis dans les montagnes du Colorado? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires sombres, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. À très bientôt dans la prochaine vidéo.